Alors, de l'enthousiasme, il y en a. Est-ce que des bonnes nouvelles sur la retraite, il y en a? C'est compliqué, hein. Chaque fois, il faut se renouveler sur des sujets où, effectivement, ça bouge tout le temps, même si on a le sentiment que parfois, c'est un peu immobile, notre affaire. Donc, dans l'intervention qui est prévue, c'est que, voilà, je fasse le point sur les changements à venir, leurs impacts sur les stratégies qu'on peut imaginer, sachant que, comme souvent en France, on est un peu dans le flou, mais qu'il y a quand même des nuages plus ou moins importants. Il y a quelques opportunités, il y a quelques nuages. Et surtout, je voudrais vous montrer que, en revanche, il y aura une bonne nouvelle, et ça, je pense que c'est la loi Pacte qui l'apportera, c'est qu'on va avoir un changement de positionnement assez fort lié aux stratégies retraite. Donc, je finirai par... donc, l'intervention pendant 1 heure ne va pas nécessairement être très heureuse, mais elle sera juste d'être juste ou prémonitoire. En revanche, vous verrez que, comme toujours, quand c'est compliqué, et le discours n'est pas le même qu'il y a 1 an près, hein, le ton n'est pas le même qu'il y a 1 an, il est clair qu'il y a toujours des opportunités. C'est ça qui est bien dans notre métier. Hein, les gens aisés, qui sont le cœur de votre clientèle, ils s'en sortent toujours un peu, faut pas rêver. Parfois, c'est un peu moins bien, mais c'est toujours plus haut, c'est plus facile que quand on est en bas du panier. Donc, je vais parler de 3 sujets. Le premier, ce sera la réforme Arco-Agirc qui, ça y est entrée en vigueur. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais vous montrer là un changement assez majeur. Vous l'aviez déjà perçu depuis les premières mesures d'Emmanuel Macron, mais on le voit encore, c'est que le pouvoir d'achat du retraité n'est plus un sujet. Donc il faut maintenant avoir à l'esprit que la baisse tendancielle des retraites est un acquis des politiques publiques. Donc ça veut dire que tout le discours qu'on tient depuis des années en disant les retraites vont baisser, maintenant c'est acté directement sur ce sujet. Deuxième élément, c'est la retraite universelle. C'est le grand projet de Macron. Je vais vous montrer que cette réforme, à mon avis, n'aboutira pas. Elle se traduirait notamment pour des professionnels comme vous par une hausse de charges sociales très significative. Hein. Tout le monde n'a pas la chance de cotiser à la CAVEC, et je ne dis pas parce qu'on a la chance d'avoir son président parmi nous, mais vous savez que j'ai pas la langue de bois. Hein. Donc clairement, vous avez une caisse un régime qui a parmi les meilleurs rendements, et donc évidemment, quand on est le premier de classe et qu'on vous fait rentrer dans la masse, vous perdez, hein, pour être très clair. Donc si la réforme est adoptée telle qu'elle se préfigure, il y aura du sang sur les murs. Au sens figuré, s'entend. Aujourd'hui, il faut être un peu prudent, hein, sur ce sujet. Hein. Bon, faut toujours garder quand même un peu de raison. Et puis, on verra que, en revanche, en matière de retraite, je pense que cette réforme ne passera pas, pour des raisons que j'essaierai de vous montrer. Par contre, il peut en sortir des choses de bien. Je vous partagerai d'ailleurs un échange que j'ai eu juste avant les vacances avec la conseillère sociale d'Emmanuel Macron, hein, Marguerite Cazeneuve, parce qu'au titre de l'IPS, on rencontre les pouvoirs publics. Vous voyez, cet après-midi, on est auditionné au Sénat sur la loi Pacte, hein, donc il y a des sujets qui bougent. Et ce sera intéressant, je vous partagerai sa réaction qui m'a, on va dire, gentiment étonné sur un point. Enfin, ça m'a pas vraiment étonné parce que je la connais, mais je veux dire, voilà, qui pose des interrogations, hein, pour parler en fonctionnaire repenti. Et puis, nous finirons sur les retraites supplémentaires. Donc, ce sera l'angle de la loi Pacte que j'aborderai, puisque après, donc, Jérôme Dédéian interviendra et zoomera sur la partie épargne salariale, donc je ne vais pas l'évoquer. Je vous raconterai juste comment s'est fait la suppression du forfait social, parce que l'IPS était à la manœuvre. C'est assez intéressant sur la façon dont les textes se font aussi. Hein. On réfléchit beaucoup, mais parfois, il faut juste être là au bon moment, à la bonne date, quoi. Et donc, voilà, je voudrais vous montrer par contre que, au-delà des mesures elles-mêmes, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça va structurer différemment le conseil patrimonial. Et pour vous, c'est une excellente nouvelle. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si ce sera la seule de la journée. Hein. Je sais que tous les intervenants qui interviennent derrière moi seront extrêmement brillants et pertinents. Ils ont peut-être aussi des bonnes nouvelles. En tout cas, ce sera ma bonne nouvelle, ma contribution à la cause. Ok, donc tout ça, évidemment, vous sera envoyé. Donc voilà, il y a à peu près 70 slides, donc on ne va pas tous les prendre dans le détail. Vous retrouvez les calculs. Le tout, c'est que vous l'ayez. On va débuter d'abord sur la question de l'Arco-Agirc, plus de cotisations pour des droits appelés à baisser. Ce qui est assez logique, puisque ça fait des années qu'on distribue trop de droits à la retraite pour ce qu'on est en train de verser. Donc, simplement pour vous rappeler, le régime est assez ancien, puisqu'il date de 47 pour les cadres, après 72, généralisation du dispositif, même 79 au final. Et puis ce régime, notamment le régime des cadres, faisait du cash burning, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, il brûlait son cash. Hein. C'est pas étonnant quand vous avez des gens qui ont des droits trop importants, qui commencent à percevoir en masse et que vous n'avez pas assez de cotisants. Et dont en plus, vous saviez que la caractéristique de l'Agirc, c'était d'avoir une assiette qui démarrait au plafond. Et comme l'État est un partenaire un peu malin, comme c'est lui qui pilote le plafond et que lui, il encaisse le plus d'argent possible, il y a une forme de concurrence entre les acteurs. À partir du plafond, on augmente le plafond plus vite que l'inflation, plus vite que les salaires, et donc la base cotisable de l'Agirc s'est érodée année après année.
jusqu'au moment où ils étaient en cessation de paiement, puisqu'il n'y avait plus d'argent. Donc ils ont fait une fusion-acquisition. Fusion-acquisition, c'est-à-dire que ceux qui avaient plus de réserves ont pris ceux qui avaient des réserves, l'ARCO. Donc en gros, un unijambiste et un hémiplégique, ça fait pas une équipe de course, vous voyez. Alors pour les Jeux paralympiques, c'est super bien, mais il n'empêche que c'est pas ce qui fonctionne bien pour la performance d'un régime de retraite. Et donc, il y a eu la fusion, qui est une fusion donc, qui s'est traduite en 2 temps, en 2016 et en 2019. Donc en 2016, alors déjà, juste avant, en termes de chiffres, quand même, l'enjeu est important, puisque vous voyez que les hommes touchent sensiblement plus que les femmes. C'est normal, hein, leurs salaires sont plus élevés, sont plus intelligents, donc c'est assez logique. Mais c'est surtout qu'ils ont des carrières plus importantes, plus élevées. Vous savez que les femmes perçoivent des salaires à compétences égales, plus faibles que les hommes, surtout dans les grosses entreprises d'ailleurs. Hein, c'est pas vrai dans les petites boîtes. Alors, je suis à la tribune, je peux encore m'exprimer, donc voilà. En plaisanterie mise à part, c'est surtout que les carrières de femmes sont plus courtes et de salariés cadres, femmes sont plus courts, et vous rajoutez des différences de salaire à compétences égales, c'est pas mal d'historique. Donc en tout cas, on a un enjeu significatif et avec des droits au niveau des régimes complémentaires qui représentent un volume important, puisque vous avez à hauteur de 2 000 € de salaire, c'est un quart de la pension, mais quand vous êtes à 12 000 € de salaire par mois, vous êtes à 2 tiers de la pension. Donc c'est un vrai enjeu. Et c'est le privilège de l'âge. Finalement, quand on vieillit, il y a des trucs vachement intéressants aussi. J'ai connu une époque, hein, j'ai 57 ans, j'ai connu une époque où on disait, moi je suis au cadre, hein, je suis à la retraite des cadres, j'ai réussi, quoi. Hein. Bon, aujourd'hui, tu fuis en courant, quoi. Mais je veux dire, il fut un temps, hein, et donc peut-être que les stratégies qu'on a aujourd'hui, si elles ne sont pas révisées dans 10 ans, 15 ans, évidemment, elles seront absurdes, hein, tout simplement. Donc, partie importante, et avec des régimes qui étaient, c'est ce que je vous ai mis ici, largement en difficulté parce que le déficit était essentiellement cantonné sur ces régimes dans les dernières années. Alors, regardons de manière un peu précise ce qui s'opère. Donc, l'idée, c'est donc première série de mesures en 2016, deuxième série de mesures en 2019, donc c'est le 1er janvier. Je vais essayer de vous les décrire rapidement pour voir ce que ça veut dire en termes de stratégie patrimoniale, parce que c'est ça qui est intéressant, hein, au-delà du discours. En fait, ces mesures adoptées, on va jouer sur les dates de revalorisation. Ça, l'État et effectivement, on aime bien changer la règle à partir d'un principe simple. Hein. J'en parlais avec mon ami Alain tout à l'heure sur, par exemple, la prime des 1 000 €. Hein. On voit effectivement les URSSAF qui rajoutent des trucs. Enfin, il y a toujours un truc simple et ça devient compliqué, ça décourage, en fait, assez souvent. Là, l'idée, c'est les fusiller un coup. Vous savez, c'est quand vous avez la masse des Indiens qui arrivent et que vous avez 3 malheureux cow-boys. Au début, vous tirez avec les fusils, après, c'est avec les revolvers, la portée est plus courte, et à la fin, ça se finit au couteau. Généralement, le gars se fait scalper, d'ailleurs, en fait. Hein. Mais le résultat, c'est que vous avez, en termes de revalorisation, eh bien, on déplace la date de revalorisation de la pension, on gagne 6 mois, mais c'est un fusil à un coup. Bon, on l'a tiré, hein, mais on ne le tirera pas 15 fois. Salaire de référence, eh bien, la valeur le coût d'achat du point progresse, finalement, plus rapidement que l'inflation. Hein, c'est aussi un moyen de dégrader le régime. C'est plutôt sage d'ailleurs. Hein, comme on part trop tôt à la retraite, il faut dégrader les pensions futures. Et puis, il faut toujours faire un truc pour les riches. C'est toujours d'actualité, ça. Hein, ça, c'est la culture française. Eh bien, la GFF, hein, donc, était une contribution qui était taxée jusqu'à 4 fois le plafond, qui ouvrait les droits au départ dès 60 ans, puis 62 ans en arco-agirc, jusqu'à 4 fois le plafond, hein, jusqu'à 160 000 €. On l'a étendu jusqu'à 320 000, jusqu'à 8 fois le plafond. Ça ne change rien sur le plan financier, mais c'est un élément symbolique comme on les aime bien chez nous. Alors, plus important, évidemment, les mesures applicables en 2019. Donc, on a la création d'un régime unifié. J'attire votre attention, d'ailleurs, il y avait encore quelques quinzaines d'années, en 99, pour être très précis, il y avait une centaine de régimes ARCO. Hein, donc la fusion, on l'a fait progressivement. Les partenaires sociaux l'ont fait. C'est déjà un discours que je reprendrai quand on parlera de la réforme du régime universel. Hein. Je me souviens d'une époque où vous aviez des valeurs de points, quand on avait déjà un outil retraite chez nous, vous avez des valeurs de points différentes selon la caisse. Alors les rendements n'étaient pas très différents. Mais voilà, donc il y a eu une tendance au regroupement, à la fusion. Et de fait, ces organismes étaient déjà gérés eux-mêmes, hein, par les mêmes partenaires sociaux, les mêmes équipes. Donc régime unifié, donc c'est l'accord de 2015, plus l'accord national interprofessionnel de 2017 qui organise tout ça. Alors,
on va avoir, premier élément, un basculement en régime de points unique. Donc on a une conversion qui s'opère, c'est-à-dire que tous les points Agir qu'on avait disparaissent, ils sont convertis en points ARCO. Ce qui veut dire que pour 70% des Français, ça change rigoureusement rien. Ceux qui n'ont été que non-cadres dans leur carrière, ils gardent leurs points ARCO, basta. Ça s'appelle Agir Carco, une réforme importante. Le nom au moins est simple, c'est incompréhensible, mais je veux dire, en tout cas, les gens voient bien ce que c'est. Et Agir Carco, c'est le nombre de points qui restent. Et ceux qui ont des points cadres, eh bien, évidemment, j'imagine la quasi-totalité de l'assistance, en fonction de nos carrières, eh bien, auront une conversion selon une règle de 3 que je ne commenterai pas, parce que là, cette fois-ci, il n'y a pas d'astuce pour récupérer, gratter un peu de sous. Donc c'est vraiment une règle de conversion. Le point cadre valant à peu près un petit peu moins de 3 fois moins cher que le point ARCO, donc on aura moins de points, mais ils vaudront plus. Mais ça ne change rien sur le montant. Jusque-là, tout va bien. Après, on va retrouver un sujet qui va complètement pénaliser la discussion sur le régime universel bientôt, qui est le comment on peut reporter l'âge de départ à la retraite sans le montrer, sans que les gens s'en rendent compte vraiment. Et c'est la question de l'âge pivot. Parce que quand je vous dis, écoutez, vous pouvez partir à 62 ans, mais en réalité, si tu pars avant 62 ans, à 62 ans, tu seras pénalisé, c'est plus tout à fait ça. C'est je pars en fait plus tard, je suis incité à partir plus tard. Et dans mes propos, d'ailleurs, il n'y a pas de critique des partenaires sociaux, parce que l'histoire enseigne, et je vous montrerai tout à l'heure aussi, que les partenaires sociaux ont plutôt été des nettement meilleurs gestionnaires que l'État. C'est tout le drame de la situation actuelle. Et les partenaires sociaux, alors la CAVEC, c'est vraiment une caricature en la matière. Quand on voit la façon dont la CAVEC a été gérée pendant des décennies, eh bien, voilà, 70 ans, parce que c'est 70 ans qu'on va fêter cette année. Je veux dire, avec le temps, la gestion a été bonne, et les résultats d'aujourd'hui sont le fruit aussi des efforts d'hier, quoi, je veux dire. Alors que lorsqu'on voit la façon dont l'État le gère, c'est souvent avec des échéances beaucoup plus courtes. Donc là, on est sur l'idée de dire, on ne change rien à la règle, mais on a un âge pivot. Et là, les partenaires sociaux, ils ont conscience, à l'époque, vous avez Jean-Marc Ayrault, qui est Premier ministre de la France, et qui refuse, enfin qui en avait le titre, et qui refuse d'avoir de reporter l'âge de départ à la retraite, là où les syndicats de salariés même de le demandaient. Il tergiverse, enfin bon, bref, sans commentaire. La réforme de 2014, il n'y a pas de réforme en réalité. Elle nous coûte plus cher, il faut savoir, la réforme, que toutes les 3 grandes réformes qu'on connaît, Woerth, Balladur et Fillon, qui, elles, ont permis de sauver le système des retraites. Eh bien, les partenaires sociaux se disent, l'État n'est pas capable de gérer ça tout seul, donc nous, on prend nos billes, en quelque sorte, et donc on va avoir nous-mêmes une incitation à partir plus tard en jouant sur les leviers des régimes qu'on pilote. Et c'est cette fameuse condition, finalement, d'âge pivot, puisque vous pouvez toujours partir à 62 ans si vous avez le taux plein avec vos droits auprès du régime obligatoire de base. Mais dans le régime complémentaire, eh bien, si vous attendez, si vous partez à 62 ans, vous avez une réduction de 10% pendant 3 ans. Ce n'est que si vous partez à 63 ans, là où vous pouviez partir à 62, que vous aurez nombre de points par valeur de points. En fait, le taux plein, il est conditionné à la fois par le régime obligatoire, c'était déjà le cas, mais on le reporte par une condition d'âge. Vous voyez, c'est tout simplement l'idée de reporter d'1 an le dispositif. Et puis on vous dira, parce qu'on aime bien faire les choses de manière équitable dans ce pays, eh bien, à la fois on vous sanctionne et puis on vous motive. Et donc, énorme motivation, car si tu pars à 64, tu as 10% de majoration pendant 1 an. Si tu pars à 65, tu as 20% toujours pendant 1 an. Et si tu pars à 66, tu as 30% pendant 1 an. Alors, vous savez, moi, je suis un gars de la province, donc je suis assez basique. En pratique, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc, autant le fait de perdre 10% pendant 3 ans peut avoir du sens. Et donc, on va regarder. Autant reporter 3-4 ans son départ à la retraite pour avoir 10-20% de plus pendant 1 an, c'est pas significatif. Et donc, je pense que c'est pas ça qui va bouger. Les premières enquêtes le montrent, mais ça permet d'avoir un discours politiquement équilibré. Et nous voyons aujourd'hui comment c'est un art aussi, la politique. Et donc, il faut aussi parfois faire passer le truc sans que les gens s'en rendent compte. Âge pivot qu'on reverra dans le régime universel, car évidemment, derrière, l'idée, c'est de dire est-ce qu'on ne va pas reporter l'âge de départ à la retraite sans le dire par ce biais. Alors évidemment, on a toujours les exonérations de ces mesures pour les plus modestes. Donc schématiquement, les revenus bas, vous savez, c'est lié à l'exonération de CSG, et puis ce que j'appelle les cas médicaux et sociaux, classiques qu'on connaît. Donc ces gens-là, bien sûr, ne sont pas visés par cette mesure. Deuxième disposition, liée au taux de cotisation.
C'est vrai, et là ça perturbe le discours au 1er janvier en disant on vous rend du pouvoir d'achat, pas de bol, on a la hausse Arco, Agir qui arrive à ce moment-là. Alors les partenaires sociaux, ils ont joué sur plusieurs leviers. Ils ont déjà augmenté le taux d'appel, vous savez, ce fameux taux de cotisation qui ne vous génère pas de droits, qui passe de 25% à 27%. On va jouer aussi très légèrement sur les taux de cotisation, comme vous pouvez le voir. Donc ça nous fait un taux en première tranche, la fameuse tranche A qui devient la tranche 1, et qui est un taux donc de 7,87. Et puis on va avoir 21,59 sur la T2, qui est en fait l'ancienne TBTC, jusqu'à 8 fois le plafond, à GIRC. Alors plutôt que de parler de chiffres un peu ex-cons, regardons ce que ça donne en termes d'assiette. Avant, après. Avant la réforme, voilà, quand vous étiez non-cadre, vous cotisiez jusqu'à 3 fois le plafond, et quand vous étiez cadre, vous cotisiez jusqu'à 8 fois le plafond. Sachant que dans la vraie vie, au niveau des régimes cadres, vous trouviez essentiellement des gens qui étaient des vrais cadres, mais vous aviez aussi à peu près 20% des gens qui sont bénéficiaires d'un système qu'on appelle la GMP, la garantie minimale de points, qui est un dispositif qui est à peu près à la hauteur du plafond de sécurité sociale, c'est-à-dire 40 000 euros par an, et qui est un dispositif qui donne des points minimum, 120 points. En la pratique, alors à 40 centimes le point, vous voyez, 43 centimes le point par an, oui, ça ne fait pas des retraites énormes, mais voilà, ça fait le minimum. À l'inverse, on a assez peu de gens qui sont non cadres, sauf des commerciaux avec de fortes primes, ou sauf certaines activités tout à fait atypiques pour lesquelles les problèmes d'argent ne se posent pas dans la conscience des Français, qui sont par exemple les sportifs professionnels. Par exemple, les clubs professionnels, si vous avez des clubs professionnels dans votre clientèle, ont été extrêmement embêtés par la mesure parce que leurs footballeurs, qui gagnent en Ligue 1 en moyenne 51 000 euros par mois, eh bien, alors ça ne me pose pas de problème, mais je veux dire, voilà, on entend souvent un peu moins parler, ça choque moins l'opinion, mais je veux dire, les 51 000 euros, ils sont tous non-cadres. Ben oui, parce qu'ils ne sont effectivement pas imposés au-delà de 3 fois le plafond. Or, vous savez que dans les négociations avec les joueurs de football ou d'autres sports, de rugby ou de basket ou autre, on raisonne en net-net. C'est-à-dire qu'en fait, l'agent, il dit, moi, le gars, il veut avoir tant, imaginons 40 000 euros de rémunération nette, après, tu te débrouilles, quoi. Et donc, les clubs de la Ligue professionnelle, par exemple, ont contacté Bercy pour avoir un dispositif d'exemption de la hausse, parce que, évidemment, eux, ils se prennent une augmentation très significative. Quand on leur a répondu qu'il y avait d'autres soucis en ce moment, et qu'on ne voyait pas comment on pouvait mettre une mesure particulière. Mais voilà, notez juste cette évolution sur ce sujet. Ça peut être étonnant, effectivement. Il faut être vendeur. Faut être vendeur. Alors, application d'un autre principe également, qui est le principe finalement de Lavoisier. Alors, tu nous parlais d'états généraux, on sait comment a fini Lavoisier, on espère que ça ne finira pas de la même manière. Il fut guillotiné à la Révolution. Mais ce chimiste célèbre avait appelé ce principe que vous connaissez tous, énoncé ce principe, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. C'est un peu pareil en termes de législation sociale. J'ai jamais vu, sauf une fois, une suppression de cotisation qui avait été compensée par une taxe qui faisait 3 fois plus cher, évidemment. Mais quand on supprime, en fait, on change et on augmente. Là, c'est le cas. On avait jusqu'à présent 3 systèmes. On avait l'AGFF, qui finançait une cotisation de l'ordre de 2%, qui finançait un dispositif qui fait le départ à la retraite avant les 67 ans. La GMP, la fameuse garantie minimum de points, et puis la contribution exceptionnelle et temporaire. Eh bien oui, elle va disparaître, celle-là. Elle va être remplacée par la CET. Donc c'est la contribution d'équilibre technique. Pour le même taux de cotisation, on sent l'enjeu fort. Mais bon. Et ça devient également la CEG. Donc la GFF et la GMP deviennent la CEG. On en profite. Il n'y a pas de petites économies, c'est ce que je vous ai mis ici, en les augmentant. Par exemple, vous le voyez bien ici, sur l'ARCO, on avait jusqu'à présent 2% de cotisation, 60-40 employeurs salariés jusqu'au plafond, et 2,20 dans le cas d'espèce jusqu'à 3 fois le plafond. Eh bien, après, vous voyez, on passe de 2 à 2,15 et de 2,20 à 2,70. Il n'y a pas de petites économies. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit la hausse des cotisations en même temps, eh bien, vous constatez que sur le système existant, pour un non-cadre, eh bien, il prend une augmentation de taux de 0,62 à 1P et 2,19 sur la deuxième tranche. Ce qui est assez significatif, c'est quand on le ramène en proportion, ça vous coûte 6,36 et 9,76. Et on verra que finalement, les non-cadres vont payer plus cher que les cadres, car quand vous regardez au-dessus, si on arrive sur la dernière ligne, bien, vous voyez que proportionnellement,
sur la T1, la proportion, c'est 2,66, et après, on passe à 6,65. Je suis désolé, mais il est toujours beaucoup plus efficace de prélever un peu sur les impôts indirects que de prélever beaucoup sur des impôts directs extrêmement concentrés, débat ISF, pétrole contre pétrole, hein, vous voyez. L'Irak, c'était pétrole contre nourriture, hein, nous, c'est pétrole contre ISF, hein, vous voyez, des trucs comme ça. Alors après, justice sociale, c'est un autre sujet, vaste sujet. Mais en tout cas, en termes d'efficacité financière, les chiffres sont évidents. Et vous voyez quand même en réforme des retraites, même avec les partenaires sociaux, on fait peser l'effort plus sur la masse des cotisations, parce que tout simplement, c'est plus simple, parce qu'il y a plus de personnes concernées. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on peut évoquer. On aura également à citer l'harmonisation du taux de réversion, qui va très légèrement augmenter, c'est assez rare, puisque on avait des âges de réversion qui n'étaient pas les mêmes, 60 ans pour la GIRC hein, et 55 ans pour l'ARCO, eh bien on va effectivement l'aligner à 55 ans hein, pour tous les gens, enfin pour tous les bénéficiaires d'assurés qui ont eu la chance de décéder depuis le 1er janvier 2019 en la matière. Il y a effectivement un changement en la matière. Alors, pour en finir sur ce premier point, que penser de cette réforme hein, au-delà des mesures techniques que j'ai rappelées et que je pense pour certains d'entre vous connaissiez. Le maintien du pouvoir d'achat des retraités, c'est fini. N'oublions jamais que, souvenez-vous de la campagne entre Sarkozy et Ségolène Royal quand Sarkozy fut élu, et également quand François Hollande fut élu. Un des sujets de consensus des candidats à l'époque, et de ceux qui sont devenus présidents, c'est de dire on se bat pour maintenir le pouvoir d'achat des retraités. Macron a été une vraie rupture en la matière en disant non, il faut redonner du pouvoir d'achat aux actifs, bon, d'où la question de la CSG, entre autres. Les partenaires sociaux en ont déduit, même avant Macron, hein, cet impact. De toute façon, on ne peut plus payer les retraites comme on les payait jusqu'à présent. Et donc, on rentre dans un schéma, dans un temps, où la pension, la retraite, eh bien, ça deviendra pour une part une variable d'ajustement. Hein, la contrainte majeure aujourd'hui, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux actifs. Et donc, il n'y a pas de secret, il faut prendre l'argent ailleurs. Et donc, le maintien du pouvoir d'achat des retraités, c'est quelque chose qui n'est plus dans les priorités. Alors après, ce problème, c'est que ça pose des problèmes politiques. Et ça, c'est un autre sujet. Hein. Mais en tout cas, ça veut dire que par rapport aux stratégies patrimoniales que vous pouvez conseiller en la matière, de toute façon, il faut absolument intégrer que le pouvoir d'achat du retraité, il est amené tendanciellement à baisser de entre 1 à 2, 2,5 points par an. D'accord ? Donc, quand je suis sur une espérance de vie à 25-30 ans, à la fin, j'ai intérêt à avoir épargné pour assurer ce maintien, alors qu'il fut un temps où on maintenait beaucoup mieux le pouvoir d'achat des retraités. Voilà, ça, c'est le changement majeur dont la réforme Arco-Agirc, finalement, est la pointe dans le raisonnement. Suis-je clair sur ce point-là ? C'est bon ? Donc, pour l'instant, pas de bonnes nouvelles, Serge, je suis désolé. Hein, alors, peut-être qu'il va y en avoir après. Impact de la réforme. Juste pour vous dire aussi, suivez ça de près, ça vous concerne peut-être moins directement, mais vos équipes du social sont au fait de ce sujet. C'est qu'en changeant cette réforme, on supprime le régime des cadres, on supprime les définitions des régimes prévoyance, donc tout est à réécrire. Donc, sous l'effet combiné de ces dispositions et l'effet combiné également des contrats responsables en santé dont la définition est rechangée à nouveau, eh bien, nos amis assureurs vont encore avoir le droit pendant 1 ou 2 ans à s'amuser au formalisme. Hein, et on va refaire du formalisme, caricature française, hein, puisqu'on ne travaille pas, mais on s'occupe, quoi. Il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. Donc, ça ne sert à rien, le pays coule, mais pendant ce temps-là, on continue à faire du formalisme. Hein. La DU est-elle bien remplie ? Ça, c'est un sujet vraiment majeur. Donc, sachez que ce sont des sujets qu'il va falloir absolument suivre, notamment auprès de vos équipes du social, mais on sort un peu de notre sujet. Alors, retraite, deuxième sujet, retraite universelle ou réformette ou révolution. Je vous rappelle le projet, le calendrier initial. Le projet de Macron, vous savez, il y a toujours une idée qui marque un candidat, qui l'aide à gagner. Souvenez-vous, lorsque Jospin gagnait la campagne législative, c'était les 35 heures. Une idée géniale, mise en œuvre avec toute la souplesse dont Martine Aubry était capable. Et donc on a idée qui était pourtant développée à droite d'ailleurs avant, hein, souvenons-vous les accords de Robien et tout ça. Et la retraite à 60 ans, sous Mitterrand, une mesure, voilà. Donc vous mettez la retraite à 60 ans, les 35 heures, là déjà vous avez 3 boulets et vous comprenez que les Chinois vous courent derrière facilement, quoi. Je veux dire, vous dépassent. Et puis, là, la retraite universelle. Alors la retraite universelle, quand Emmanuel Macron a fait a préparé sa campagne, il fallait trouver des idées.
Et donc, comme vous savez que c'était Jean Pisani-Ferry qui était derrière pour la conception du programme, qui était l'ancien directeur de France Stratégie, qui est en fait l'ancien commissariat au plan, l'administration, depuis de nombreuses années, avait l'idée de dire pourquoi on ne ferait pas un régime universel pour que tout le monde cotise de la même manière. On se dit, ouais, c'est plutôt sympa. Un régime par points. Ah ouais, c'est mieux. Ségolène Royal nous avait expliqué en son temps que le régime par points sauvait les régimes de retraite. Donc on se dit, ouais, c'est plutôt malin. Et j'ai toujours pas compris pourquoi, mais enfin bon, peu importe. Et résultat de l'affaire, derrière, Macron dit, voilà, on va avoir un régime universel où chaque euro cotisé donnera les mêmes droits. Et alors là, le Français lambda se dit, ça me fait plaisir. Surtout celui de droite qui se dit, waouh, comme ça, les mecs de la SNCF, tu vois, là c'est fini, les avantages de la SNCF, la RATP. Je suis hyper en faveur de cette mesure. Voilà. Ça, c'est ce que comprend le journaliste de base et le Français lambda. Donc, ça fait partie du paquet, et tout de suite, donc, il nomme, vous le savez, Jean-Paul Delevoye au projet haut commissaire à la réforme des retraites. Puis assez vite, on voit que le projet évolue, puisque nous, on a été auditionnés à l'IPS par les équipes. Assez vite, on voit que... Alors, ils étaient intéressés que par un truc, c'est la façon de baisser les droits. Dans les propositions de l'IPS, c'est ce qui pouvait faire baisser les droits, ça les intéressait. Mais très vite, il n'y avait plus de débat, c'était... On va calculer ça sur 3 plafonds. 3 ou 4 plafonds. Donc 120 000 ou 160 000. Il faut savoir que vous avez à peu près 350 000 Français qui gagnent plus de 120 000 euros. Ce qui est, entre nous, il est dérisoire d'ailleurs en nombre. Enfin, c'est comme ça. Et là-dedans, vous avez 100 000 indépendants et vous avez 250 000 salariés, essentiellement des cadres ou des cadres dirigeants. Donc, ça donne, et on dit, écoutez, tous ces gens-là cotiseront jusqu'à 3 fois le plafond, mais après, ils n'auront plus de cotisation. On a un régime universel, on fusionne tout. On va faire 2-3 enquêtes, et les médias disent, voilà, c'est une idée géniale, c'est plutôt sympa, c'est moderne, c'est cool. Bon. Alors, vous savez que nous, on aime bien pister un peu les idées reçues pour se dire, il y a des mesures qui sont intelligentes, et puis d'autres qui le sont parfois un petit peu moins. Et quand tout le monde dit que c'est bien, surtout dans les médias, on se dit, il y a un truc qui n'a pas dû être vu. C'est plutôt bon signe, il y a un truc à gratter. Donc, calendrier, donc une première étape de réforme, de concertation. Alors, concertation, on vous écoute, enfin, on a la chance d'avoir Jean-Claude parmi nous. Voilà, je pense qu'ils ont demandé ce que vous pensiez, mais enfin, entre guillemets, tu penses ce que tu veux, ça change rien. C'est la concertation à la française, qui n'est d'ailleurs pas propre de cette équipe, pour être très clair. Avant, c'était guère mieux. Mais voilà, et puis après, donc, entre mars 2018-2019, donc, on élabore les scénarios, on regarde un petit peu ce qu'on peut faire, et puis, entre le printemps 2019 et l'automne 2019, annonce du projet, concertation, élaboration du texte, pour une adoption en automne 2019, donc c'est dans 8 mois, quoi, 7-8 mois. Alors, on voit que le calendrier s'allonge un peu, là, en ce moment. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a des trucs qui ont dû bloquer un peu. Vous savez que tout le déclenchement, c'est l'affaire Benalla, qui repousse la révision constitutionnelle. Et puis après, vous avez puis tout ce bloc, même la loi Pacte, qui devrait déjà être adoptée, mais qui s'est effectivement grippé parce que, voilà, on connaît les événements, ça c'est un autre sujet, mais ça a bloqué la machine, clairement. Enfin, ça a même arrêté. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va parler de ça. Là, les débats devaient se rouvrir début janvier. Bon, c'est à partir du 21, parce qu'il y a le grand débat qui a été lancé, vous savez. Et là-dessus, on sent bien qu'il n'y aura pas d'annonce avant les législatives. Parce qu'évidemment, tout va dépendre aussi des résultats aux législatives. Européennes, excusez-moi, européennes. Oui. Législative européenne, voilà. Et européenne, excusez-moi. Et avec une mise en œuvre en 2020-22, sachant que le projet, c'est d'enclencher ça dans les années qui viennent. Alors, moi, j'ai des principes assez basiques, et ça, c'est peut-être ma fréquentation ancienne avec les experts comptables. Excusez-moi, ça déteint un peu, c'est au niveau de l'argent, au niveau des sous, est-ce qu'il y a un problème ou pas? C'est juste une question assez essentielle quand même. Donc, est-ce que ça règle les problèmes du financement? Alors, vous savez que les problèmes de financement sont anciens, puisque ça fait des années et des années qu'en fait, on n'équilibre pas les comptes. La situation s'améliore, c'est clair, notamment sous l'empire de la réforme Woerth, qui a été décisive, d'une certaine stabilisation, puis d'une petite croissance qui a frémi pendant 1-2 ans. Mais enfin, on est maintenant à l'équilibre, mais enfin, on a de la dette dans tous les sens, quoi. D'ailleurs, le jour où on sera en excédent, un truc que je n'imagine pas le connaître de ma vie, mais le jour où on a un excédent, ce sera intéressant de savoir ce qu'on fera des excédents. On trouvera une cagnotte à dépenser, on dira, voilà, on va redistribuer. Le vrai chiffre, il est celui-là. En réalité, vous avez ici les résultats techniques projetés par le Conseil des retraites. Alors ça, c'est dans les rapports où on ne va pas trop gratter, en fait. Mais là, vous avez les points d'équilibre
par rapport à des hypothèses de taux de croissance. Et vous voyez, par exemple, en gros, donc, quand vous êtes il y a 0, donc vous voyez, au début, quand c'est un trait plein, c'est en fait ce qui a été constaté. Et puis ensuite, vous avez des hypothèses. Donc si par exemple, on n'a qu'une croissance de 1,8 tous les ans, ça va être compliqué cette année, eh bien, hop, on va se retrouver en excédent à partir de 2040. Si c'est un 5, bah oui, ça se rééquilibre plutôt vers 2050. Alors si c'est 1%, on n'en voit jamais la couleur, puisqu'on finit, c'est en point de PIB. Un point de PIB, c'est 21 milliards, après 21, 22 milliards. Bah, ça veut dire qu'on se retrouve quasiment à 40 milliards d'euros de déficit annuel, quand on est dans les années 65-70. Pour la petite histoire, quand j'ai rencontré récemment Marguerite Cazeneuve, je lui ai dit, mais écoutez, sur la réforme des retraites, il y a un vrai sujet, on a abordé plusieurs points techniques, il y a un vrai problème, c'est comment vous réglez le problème de financement. Ah, il n'y a pas de problème de financement, m'a-t-elle dit. Non, mais maintenant, c'est sous contrôle. Dont acte. C'est juste une folie, quoi. On n'est absolument pas sous contrôle, et on crée toujours du déficit tendanciel, et c'est pas la hausse de croissance qu'on a connue pendant 1 ou 2 ans qui rétablit structurellement. C'est comme une entreprise qui serait pas rentable, ou qui serait structurellement déficitaire, et que on a une rentrée exceptionnelle, on a un grand compte qui est rentré, ça me fait de la trésor, je lève, ça fait de la trésor un peu de résultat à une année, mais ça n'a rien réglé sur les problèmes de production, vous voyez. C'est un peu ça la situation dans laquelle on est. Alors ça, on est sur les hypothèses de chômage qui sont à 7-8%. Donc on est sur les hypothèses de chômage qui sont un peu plus proches de la réalité que celle de la grande époque encore de Jean-Marc Ayrault, où il nous avait fait une réforme basée sur un taux de chômage à 4,5%. Et oui, il y a le cauchemar pour certains, le rêve pour d'autres. Là, on était clairement dans le fantasme. Mais longtemps, à l'IPS, souviens-toi, on avait questionné le conseil des retraites, et où Adas Lebel, à l'époque, nous avait dit, le président nous avait dit, écoutez, nous, on prend les hypothèses qu'on nous donne. Ce qui s'appelle une autorité indépendante, et libre dans ses choix. Oui, qui peut imaginer des simulations. Et ça, il faut reconnaître quand même à Macron que les simulations ont été faites sur des hypothèses un peu plus réalistes, parce qu'à l'après, vous êtes même plus sérieux, quoi. Que retenir de ces chiffres ? Voilà, en fait, on est dans le rouge, d'autant que la situation continue à se dégrader liée au vieillissement de la population. Problème de santé, problème de retraite. Alors, qu'est-ce qui tient la corde dans le dispositif et qu'est-ce qu'on peut dire de cette réforme ? Oui, je la garde pour la fin. C'est pour éviter le... Et parce que si on se dit c'est la bonne nouvelle au milieu, on peut partir, parce qu'après on sait qu'il n'y en a qu'une seule en fait. Et bâtir un système commun à tous les Français. Donc l'idée c'est de dire on n'aura plus qu'un seul régime, on n'aura plus les 42 régimes. Entre nous soit dit d'ailleurs, il y a une grosse imposture, parce que quand on dit vous rendez compte les Français, c'est très compliqué, 42 régimes. En moyenne, un Français, il a 2,3 retraites qui lui sont servies. Parce que la grande majorité des Français, ils sont soit fonctionnaires, soit salariés non cadres. Et alors, évidemment, il y a peut-être un gars qui a une fois travaillé à la SNCF, puis la RATP, puis EDF, il est devenu indépendant, auto-entrepreneur, il a fini comme salarié, avant de finir intermittent du spectacle. Oui, ça peut être arrivé, mais c'est pas très fréquent quand même. Alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'imposture intellectuelle est vraiment consternante, quoi, je veux dire. Et pour avoir été directeur de caisse de retraite, entre nous soit dit, ça n'a jamais été un problème majeur. Les gens, ils perçoivent leur pension et c'est bon. D'autant qu'il y a des mesures, liquidation unifiée et autres. Ensuite, avoir un système plus équitable où chaque euro cotisé vaudra le même droit. Donc l'idée, c'est d'avoir un taux de cotisation de l'ordre de 28%. Alors là, ça devient intéressant. Parce qu'en fait, 28% pour tous les Français. Est-ce que vous avez idée du taux que représente, rapporté à la masse salariale, la cotisation qu'on devrait appliquer pour un salarié du secteur public ? Je ne parle même pas du gars de l'EDF, je parle de l'État. Parce que l'État équilibre ses régimes de retraite par des dotations financières. C'est comme si on avait un taux de cotisation à 76%. 76%. Aujourd'hui, les salariés sont plutôt à 25%, par salarié patronal, mais vous comprenez tout de suite ce qui se passe. En fait, c'est un système de cavalerie. D'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette réforme qui vous dit on fait un système sans régime complémentaire jusqu'à 3 fois le plafond, c'est le système de la fonction publique. On adapte le système des indépendants et des salariés du privé, régime de base, régime complémentaire, sur ceux du secteur public. La raison, entre autres, est une raison financière dont l'objectif, c'est de lisser les pertes constatées précédemment par l'ensemble de la collectivité. Comme les gens n'ont pas compris, ils applaudissent en plus. C'est bon, ouais, vas-y, je ne vais pas être graveleux, je veux dire, enfin, oui, des trucs, il y en a qui aiment, mais je veux dire, la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, en fait. Vous voyez ? Donc c'est un des éléments de la réforme qui a évidemment pas été mis en avant de cette manière-là. Qu'il y ait dans la dépense de l'État
des fonctions à financer, enfin, des dépenses supplémentaires, je pense aux policiers, aux militaires, aux personnels pénitentiaires, voilà, c'est normal, mais il y a quand même un transfert qui est extrêmement important en tant que tel. Alors notre système n'a pas pour l'objet de faire des économies. Ça, ce que vous avez là, c'est les déclarations officielles de Jean-Paul Delevoye, hein, donc c'est pas Bruno Chrétien, hein, donc c'est plus sérieux. Et je ne résiste pas au plaisir de souligner quand même que le nouveau système sera construit dans le respect des grands équilibres financiers actuels. Il n'y en a pas, ça mange pas de pain, hein, c'est pas très compliqué en pratique. Hein. Donc, on reste sur 62 ans, mais peut-être qu'il y aura un âge pivot. On n'en sait trop rien, vous voyez, c'est pas très clair. Hein. On sait bien que d'ailleurs, il y a l'idée de reporter l'âge de départ à la retraite en jouant sur un âge pivot. Prendre le temps nécessaire à une transformation du régime de retraite, eh bien, de toute façon, c'est les gens qui seront nés en 63 qui seront concernés par la réforme. Ça, c'est une mesure assez classique. Hein. Si vous mettez une mesure qui tombe tout de suite, tous ceux qui sont en phase intermédiaire partent. Donc, c'est mauvais. Donc, on laisse une étape intermédiaire sur ce sujet. Ça veut dire aussi que la réforme est extrêmement instable. Parce qu'imaginez que l'opposition, quelle qu'elle soit, prenne le pouvoir après Macron, c'est peut-être tout à fait possible, bah c'est le principe des portiques. Hein. Souvenez-vous, les Bretons, ils ont commencé par démonter les portiques, après plus personne ne le faisait, parce que c'est compliqué de demander d'appliquer une mesure très impopulaire à un pouvoir qui a été élu contre celui qui l'avait mis en œuvre. Hein. Alors, qu'est-ce qui tient la corde? Comme je vous le disais, l'assiette au régime de 3 fois le plafond, c'est aujourd'hui ce qui est affirmé. Hein. Deuxième chose, alors on dit que les indépendants, parce que là ça vous concerne directement, pourraient avoir des cotisations plus modestes, plus faibles. On parle de 11%, 13% de cotisations. Parce que le problème, c'est que, je vous montre 2-3 chiffres, 2-3 graphiques, qui viennent de la CNAF-PL. Hein. Alors vous avez la comparaison des taux de cotisation. Vous voyez, déjà, le noir au milieu, c'est le régime des salariés, et vous avez les différentes branches qu'on a ici. On voit la CAVEC, vous voyez, la CAVEC, bah, c'est le bleu, dont voilà, taux de cotisation qui est essentiellement plus faible, comme l'ensemble des professions libérales, bon, à l'exception de la CAVAMAC, mais qui est tout à fait atypique hein, dans son dispositif. Ensuite, vous avez les retraites acquises. Ah bah non, les salariés ont plus, mais on cotise beaucoup plus. Et on voit bien les libéraux, alors c'est très révélateur, on voit bien pour vous d'ailleurs, hein, à partir de 3 fois le plafond, il ne se passe plus grand-chose. Pour la plupart d'entre eux, c'est entre 2 fois et demi et 3 fois le plafond, c'est normal, puisque les cotisations sont plafonnées. C'est un système libéral, on veut bien cotiser, mais pas trop quand même. On va avoir de la marge de manœuvre. Hein. C'est une autre conception philosophique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait ici, quand tu montres, hein, c'est les retraites acquises, hein, c'est la rente 500, 1000, 1500 et autres en euros annuels acquis par un an de cotisation. Hein, et effectivement, je suis au plafond, enfin 0,5, un plafond de 3 fois plafond, et ainsi de suite. Dernière chose, le taux de rendement, elle n'a pas de bol. Vous êtes des bons élèves. Donc autant vous dire, alors vous êtes des bons élèves pour 2 raisons. 1, parce qu'effectivement, ça a été bien géré. 2, parce qu'à une époque aussi, le régime était un peu vitaminé parce qu'il y avait un système de tontine, entre guillemets, parce que ceux qui ne restaient pas 15 ans dans le régime, ils ne touchaient pas les retraites. Alors c'est fini, le rendement a baissé depuis, mais voilà, pour toutes ces raisons, et aussi essentiellement parce que ça a été bien géré, eh bien vous trouvez qu'un régime qui a un rendement plus élevé. Donc là, le bon élève, la tête dépasse légèrement. Bon, on va être très clair, hein. Si la réforme du régime universel passe, pour avoir les mêmes droits à la retraite que ce que vous avez aujourd'hui, vous augmentez, je parle sous le contrôle de Jean-Claude, de près de 60%, hein, la hausse de vos cotisations. Bon, pour la retraite, c'est un choix. Enfin, c'est pas un choix d'ailleurs, parce que si ça se passe, on vous demandera pas, on vous posera pas la question. Mais je veux dire, oui, c'est quand même, ça fait un peu mal, quoi. Hein, c'est une hausse de cotisation juste considérable. Donc, c'est la raison pour laquelle, pas pour les experts comptables, mais c'est aussi pour les artisans, commerçants, enfin, pour les indépendants, on a dit, il y aura un taux de cotisation réduit, peut-être. Sauf que c'est intenable. Je vous laisse imaginer un régime universel avec demain la brute, là, vous savez, la gars qui a tapé sur les policiers l'autre jour, qu'on retrouve dans le système, où les mecs de la CGT ou Sud, ils vont dire, mais attendez, là, notre régime a des problèmes financiers, vous vous rendez compte? Tous ces gars, c'est 10% de population, ils payent 2 fois moins que nous. Mais c'est une honte, enfin, c'est un truc hallucinant. Quand on est dans les régimes différents, ça se voit pas trop. Quand on a le même régime, ça se voit comme le nez au milieu du visage, quoi. Hein, donc là, ça se finit par une tuerie généralisée financière, hein, bon, tout du moins. Dernière chose, les pensions de réversion. Hein, pensions de réversion, c'est un sujet important qui touche à peu près, je dirais, un quart des 17 millions de retraités. Hein, c'est 36 milliards. On sait qu'en réalité, les pouvoirs publics ont la volonté de réduire les pensions de réversion. Donc peut-être les mettre sous conditions de ressources et autres. Hein.
Donc vous voyez, les deux pistes pour eux, en fait, c'est dire on fait une réforme du régime universel, on voit rien, c'est tout pareil pour tout le monde, mais en fait, on transfère une partie de la charge des fonctionnaires sur les autres en augmentant les quotients de 3 points pour les salariés. 2, on repousse l'âge pivot, ça se voit pas trop. 3, la pension de réversion, dans le cadre d'une politique ambitieuse, d'une réforme ambitieuse de la politique familiale, on la réduit. Bon. Donc, autant vous dire qu'évidemment, la commission marque à la culotte, ça se voit très, très, très largement. Donc, âge pivot, je vous mettais. Les gagnants et les perdants sont évidemment essentiellement les catégories aisées. Les perdants de la réforme, seulement par le changement du dispositif, c'est essentiellement cadres dans les salariés, cadres supérieurs, qui peuvent perdre entre 10 à 12% des droits à la retraite. Les classes populaires sont gagnantes, légèrement, mais ils en seront à mon avis pas comptables, enfin ils sont pas reconnaissants au gouvernement. Les gens qui ont élu Macron, la base électorale de Macron, c'est quand même largement plutôt les catégories aisées, sont sensiblement perdants. Donc oui, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est compliqué quand même. Le vrai dernier problème, et je vais vous raconter une anecdote avant qu'on ne finisse par la loi Pacte, qui mérite son pesant d'or quand même, puisque c'était l'entretien que j'ai eu à l'Élysée il y a quelques semaines. Le vrai problème de fond, c'est que cette réforme, je pèse mes mots, est une réforme totalitaire. Dans tous les pays dans le monde, vous avez un régime de base qui fait la redistribution. C'est souvent à la hauteur d'un plafond, 30 000, 40 000 selon les pays, mais voilà. Vous avez des régimes, voilà, c'est le socle minimum, on ne laisse pas les gens mourir de faim. Deuxièmement, vous avez des régimes d'entreprise, les fameux fonds de pension, de branches, interprofessionnels comme nous, et puis vous avez, sinon, des régimes supplémentaires, on va en parler juste après. Nulle part dans le monde, hormis en Corée du Nord et en Chine, et encore en Chine c'est moins vrai maintenant, vous n'avez de système qui supprime la différence entre régime de base et régime complémentaire. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que déjà une réforme qui est complètement contradictoire avec le projet de Macron, plutôt très pro-européen. Alors qu'en Europe, vous avez partout des régimes distincts, et partout vous avez des régimes d'indépendants, qui là disparaîtraient. Deuxième chose, je pense que cette réforme est une réforme de gouvernance. Il faut la mettre en perspective avec la volonté de l'administration de centraliser dans des proportions considérables la gestion des réformes, des retraites. Vous allez comprendre. En fait, ce dispositif, s'il se met en place, fait disparaître les partenaires sociaux. Alors après, ça peut être comme le Conseil national des professions travailleurs indépendants à la SSI, ça sert à rien. Ils sont d'ailleurs entretués encore, j'ai vu il y a 2 jours, là. Il y a eu un coup d'État entre d'un côté CPME, le MEDEF contre l'U2P. Enfin, de toute façon, ils n'ont aucune représentativité, aucun pouvoir. Quand vous êtes nommé, vous ne volez pas grand-chose. Vous pouvez être des gens très très bien, personnellement, mais vous ne volez pas grand-chose en termes de légitimité. Donc vous n'avez plus de partenaires sociaux. Dans la crise actuelle, on se rend compte que c'est justement la faiblesse des relais intermédiaires qui fait que, après, vous avez le peuple face à vous, quoi. Et ça veut dire que la gestion, elle est centrée par l'État, qui a toujours été un mauvais gestionnaire. Je vous mets ça en perspective avec le fait que le 16 octobre, il y a eu une lettre ministérielle avec une mission qui a été confiée à un inspecteur des finances visant à regrouper, à prévoir les pistes de regroupement entre les URSSAF et les services fiscaux. Donc l'idée, c'est qu'en fait, les URSSAF se fondent dans les services fiscaux. Donc ça veut dire qu'en fait, Bercy dirige tout. Je me projette sans faire de politique fiction. Imaginez que demain, Mélenchon arrive au pouvoir, par exemple. C'est des hypothèses peut-être pas très souhaitables. C'est pas la bonne nouvelle. C'est toujours pas la bonne nouvelle. Alors, c'est une deuxième bonne nouvelle, t'as raison. Non, il n'est pas encore au pouvoir, tu vois. Mais imaginons que ça soit lui ou un Ruffin et autres. C'est pas des hypothèses hallucinantes. Je veux dire, aujourd'hui, c'est ça le drame, d'ailleurs. À une époque, on en aurait rigolé. C'est comme si on disait c'est Poutou qui arrive au pouvoir, oui, mais c'est pas tout à fait impossible. Ils ont tous les leviers de commande. C'est en ça que la réforme est totalitaire, oui. Il n'y a pas de jugement de valeur quand je parle de totalitaire. C'est-à-dire que vous avez un acteur qui possède tout. C'est une réforme dangereuse. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, je l'ai expliqué à Marguerite Cazeneuve. On allait la voir sur les questions de pouvoir d'achat, d'épargne salariale, de CIPAV, parce qu'il y a un petit problème technique, et puis j'évoque ce sujet. Alors vous savez, quand vous avez un interlocuteur conseiller ministériel, surtout que là, ils sont un peu fatigués quand même, parce qu'ils ont un peu bossé. Et donc l'œil un peu terne, je la connais, un peu vitreux, et là, il s'est vraiment allumé, vous voyez, quand vous regardez un peu les gens, là, d'un seul coup, c'est allumé, quoi. Je dis, mais vous vous rendez compte ? Demain, je lui explique ce que je viens de vous expliquer, quoi. Et là, elle a commencé à noter, elle me dit, oui, mais effectivement... Ah mais on n'y a pas pensé, véridique. On n'y a pas pensé, mais dit, vous savez, mais je dis, mais comment vous n'avez pas pu penser à ça ? Mais vous savez, la gouvernance, c'est la 9e thématique de la réforme des retraites. Ils ont commencé à aborder d'autres sujets avant la gouvernance. Et excusez-moi, enfin, c'est comme si je voulais voir mon expert comptable, je dis, écoute, tu me fais un prévisionnel, l'expert comptable me dit, écoute,
Il n'y a pas de problème, je te prépare tout ça, dans un mois, tu l'as. Puis je reviens voir mon expert comptable, un mois après, il me dit, voilà, ton prévisionnel, il y a des petits soucis. Non, mais t'inquiète pas, j'ai déjà créé la structure, j'ai investi, tout va bien, quoi. Mais t'as quand même regardé si ça passait ou ça passait pas. Non, mais t'inquiète pas, on va ajuster le prévisionnel. Ouais, c'est de ce niveau-là, quoi, je veux dire. Je suis, pour ma part, consterné par l'incompétence de certains, pour être très clair. Donc, et après, Jean-Claude peut le dire, après, quand on est des experts sur ces sujets, ou les directeurs de caisse, ou les présidents de caisse, quand ils vont, les présidents des caisses de libéraux, par exemple, qui sont quand même assez à la pointe du combat là-dessus, ils sont pris pour quantité négligeable parce qu'ils sont contre l'avis de l'administration, en fait. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que j'en finis là-dessus. Bonus de bonnes nouvelles, pour Serge. Je pense que cette réforme ne passera pas à 3 fois le plafond. Elle ne passera pas parce que cette question de gouvernance est un vrai sujet. Moi, j'ai commencé à en parler dans les médias, aux Échos, à l'Opinion ou autres. Et là, les journalistes, ils n'avaient pas vu le truc. Donc là, ils ont dit, quand est-ce que vous communiquez Nous, on va communiquer fin mars là-dessus. Ça nous intéresse qu'on revienne là-dessus parce que c'est un vrai sujet, quoi. Évidemment. Ah bah, ils aiment bien, quoi. Mais sur ce sujet, vous voyez, là, on a vraiment un élément de réforme qui ne peut pas passer. Et puis, de toute façon, sauf si Macron reste au pouvoir encore 15 ans, comme la réforme se met dans le temps, elle peut être cassée très aisément. Vous voyez ? Donc, en fait, la vraie réforme intelligente, c'est ça qui était un peu le projet initial, c'est de dire qu'il faut un régime universel de base. Il faut faire le régime universel, mais il faut le limiter au plafond. Enfin, un plafond, c'est pour les fonctionnaires. Donc, vous voyez, c'est les fonctionnaires qui s'adaptent sur les autres. C'est plus pareil, quoi. Et surtout, on a un régime qui assure la solidarité entre tous les Français, et puis chacun garde ses caractéristiques propres. C'est pas peine de mettre le feu. Ça me fait penser au prélèvement à la source, vous voyez, avant de changer les règles d'encaissement d'un truc qui marche plutôt pas mal. Je veux dire, il faut peut-être s'occuper de la dépense publique. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle intermédiaire, mais il y en a une vraie derrière. OK, sur la réforme universelle, donc à suivre de près en la matière. Je pense que les élections européennes vont être très importantes, bien sûr. Alors, pacte. Je ne reviens pas, vous connaissez le dispositif. L'idée, c'est de financer les entreprises françaises. En fait, c'est pour une part de déplacer de l'argent qui est bloqué à plutôt court terme. On va essayer de déplacer 100 milliards sur les 500 milliards qu'on a en la matière, puisque, comme vous le savez, je vous montre juste ça. Voilà, là, vous avez les sommes en cours. En matière de retraite, les sommes ne sont pas considérables, puisque les encours, sur les articles 83, on est à 68 milliards. En Madelin, on est à 43 milliards, ce qui est plutôt pas mal, compte tenu de la population qui est quand même beaucoup plus faible. Le PERP, 16 milliards, c'est faible, mais c'est normal parce que c'est pas beaucoup. Le PERP, il y a soit des tout petits, soit des pertes patrimoniaux. C'est impopulaire, pour les gens aisés, quoi. Et puis le PERCO, mais lui qui est plus récent aussi, qui est à 14 milliards, avec, donc, vous voyez, les encours, des montants de versement annuels qui sont, voilà, en gros, on est entre 3 milliards à 2 milliards par an par dispositif, et quelques millions de personnes qui ont souscrit le dispositif. Donc l'enjeu, c'est de dire, on va effectivement inciter, dans le cadre de la loi Pacte, au financement de l'économie et en amenant sur l'épargne longue. Donc il y a 2 mesures. Il y a des mesures sur l'épargne salariale et des mesures sur la retraite. Alors d'ailleurs, sur l'épargne salariale, j'anticipe pas sur ce que vous expliquera Jérôme Deslions tout à l'heure, mais la mesure du forfait social, je vais vous raconter comment elle s'est obtenue. L'IPS demandait depuis des années la suppression du forfait social. Depuis 3-4 ans, on le demandait. On n'y croyait pas trop, entre guillemets, on s'est dit jamais ça passera. Puis on a un comité technique qui travaille sur ce sujet, qui a fait un gros boulot. Il y avait des gens comme le Crédit Mutuel, enfin, structures comme le Crédit Mutuel, Amundi, Inextinso, Alain qui est parmi nous, qui était également à la manœuvre. Et puis, donc, on prépare un livre blanc, on demande la suppression du forfait social, et puis ils sont reçus par Emmanuel Moulin, qui est le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, et qui, dans la discussion, schématiquement, leur dit, écoutez, vos mesures sont intéressantes, mais l'épargne salariale, c'est quand même plutôt une mesure de grosse boîte. C'est soit les grosses boîtes, soit les patrons qui le font pour eux, dans le cadre d'optimisation finalement assez individuelle, en réalité, dans les faits. Nous, on voudrait que ça touche les TPE, PME. Et dans les TPE, PME, eh bien, finalement, l'idée, qu'est-ce que vous auriez comme mesure, quoi ? Alors nous, on a plein de mesures de simplification, mais c'est pas très vendeur. Et là, à ce moment-là, je crois que c'est Guy qui dit, mais attendez, on peut supprimer le forfait social, quoi. Oui, mais ça va coûter combien ? Mais ça va rien vous coûter pour les TPE et les PME. Puisque de toute façon, vous avez à peine 10% des entreprises qui ont l'intéressement. Donc si vous supprimez une taxe sur peu d'entreprises qui le font, ça vous coûte pas cher. Putain, l'idée est géniale. Et une semaine après, on voyait la mesure reprise. Ils l'ont même fait à 250, ça a 250 salariés. Et vous voyez, des fois, il faut être là au bon moment, quoi, je veux dire, sur une suppression de taxes qui n'aurait d'ailleurs jamais dû exister, en fait, mais après, c'est un autre sujet. Donc voilà, donc suppression de la mesure. Je pense d'ailleurs que si on veut vraiment que l'épargne salariale se développe,
il faut l'accompagner à un certain nombre de mesures de simplification opérationnelle, parce que la seule suppression du forfait social, à mon sens, ne suffira pas, va être par contre un super effet d'aubaine, typiquement pour des clients comme les vôtres, qui ont la capacité à la faire et qui sont accompagnés, mais pour la majorité du français, on n'aura pas ça. Donc, le système pour respecter le timing et ne pas trop décaler la suite. Donc, voilà, on crée en fait un dispositif qui est un plan d'épargne retraite, avec, ça peut être un compte titre, un contrat d'assurance vie. Pour être très clair, en fait, la loi Pacte, le crayon sur ce sujet a été tenu par les asset managers, quoi. C'était ça le deal, quoi. Vous soutenez le placement de notre dette, qu'est-ce que vous avez ? Ce qui serait super bien, c'est qu'on ait la capacité à avoir un produit qui soit avec une sortie en capital, parce que les Français aiment le capital. Oui, vas-y, banco, quoi. Et donc, c'est bien sûr la grande mesure. Donc, je rentre pas dans le détail. Elle-même, ça, vous retrouverez tout ça sur la fiscalité. La portabilité du PERP. Là où on avait des portabilités qui étaient partielles, on a une portabilité intégrale en la matière. Et avec évidemment un système en rente viagère, en sortie, et avec une option possible en capital. Sauf si le contrat prévoit absolument aucune sortie en capital possible. Ça va faire comme le PERCO, il y aura toujours une sortie en capital possible. Bien sûr, des choses vont devoir être précisées, la gouvernance, les mises en règle de produits, la fiscalité. Parce que pour l'instant, on n'a pas les éléments. Donc c'est que la loi n'est pas tout à fait votée, elle est au Sénat actuellement. Donc je pense qu'on va arriver gentiment vers février. Derrière les ordonnances, c'est là que ça va se jouer véritablement, et les règles de déduction fiscale et sociale qui devraient normalement être dans la loi de financement de Sécu et la loi de financement. C'est bien sûr là que tout se jouera, et ne rêvons pas à la sortie en capital. L'État n'a pas l'intention non plus de faire des cadeaux exceptionnels. On ne fera pas le coup du PERCO à chaque fois. Et effectivement, comme le disait Serge à juste titre, on peut craindre aussi qu'il y ait l'État essaie de récupérer ce qu'il a dû lâcher aux Gilets jaunes pour une part. On n'a pas d'argent, donc il faut bien récupérer quelque part. Ou baisser la dépense sociale, ce qui évidemment est un sujet qui ne frappe l'esprit de personne, en réalité. Donc, on va avoir toutes ces mesures qui vont intervenir. Qu'est-ce qui se passe des stocks ? Est-ce qu'ils vont pouvoir sortir en capital ou pas en capital ? Vous comprenez que les assureurs, ça les fait doucement, pas rigoler du tout. Parce que quand j'ai fait mes profils d'investissement sur du très long terme et qu'on me dit demain, mais les gars, ils peuvent retirer, c'est pas simple. Et à l'inverse, si on ne permet de sortir en capital que sur les nouveaux versements, avant que la mesure produise ses effets, on va attendre un certain temps. Donc vous voyez, il y a des arbitrages. Pour l'instant, on n'a pas de précision technique. En tout cas, il faut être prudent sur le discours en sortie. Voilà, traçabilité, portabilité, j'avance, vous retrouvez tout ça. Je veux finir sur la bonne nouvelle. Sinon, Serge ne me laissera pas sortir. Bon. En fait, la bonne nouvelle, elle est en fait pour vous. Il y en a quand même une de temps en temps. Ça peut être ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, quelque part, la distribution de la retraite va être largement modifiée. Et nous, chez Factorial, on le voit bien d'ailleurs, à notre tout petit niveau, parce qu'on est consulté aujourd'hui par des opérateurs qu'on ne voyait jamais. Par exemple, des mutuelles qui veulent se mettre à faire de la retraite, alors que c'est pas la culture mutualiste. La mutualité, c'est quand même la santé, la prévention, la prévoyance. Mais la retraite, c'était pas leur cœur de métier. Nous, on voit un certain nombre d'opérateurs, et pas des moindres, qui s'organisent sérieusement sur la retraite, pour ne prendre que. On voit des asset managers qui regardent ça de beaucoup plus près dans la distribution, des banquiers qui veulent y revenir assez sensiblement. Donc ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus d'acteurs que ce que vous aviez jusqu'à présent qui vont être présents sur le marché. Donc ça veut dire que on va avoir, là aussi, avec la sortie en capital des produits retraite, des arbitrages qui vont devoir être repensés par rapport à l'ensemble du patrimoine financier possible pour les assurés. Ce qui était le frein, souvent les commerciaux en assurance le savent bien, ce qui était ceux qui vendaient de la retraite en rente viagère le savent bien, c'était le frein en disant « Attends, t'es bien gentil, mais moi je souscris un produit, mais en pratique, j'ai pas de... Est-ce que je récupère avant ? Non, tu récupères pas. Je préfère avoir de l'argent parce qu'on sait jamais comment ça peut tourner. C'est une culture très française et notre culture historique le montre à chaque fois. Donc ça veut dire que vous avez ici un contexte qui va être porteur pour en parler, parce qu'on va en parler beaucoup à partir schématiquement de mars-avril. Mars-avril jusqu'à la fin de l'année, on va beaucoup parler de la retraite. Et en plus, le changement de la retraite universelle, parce que même si le régime ne se met pas en place comme il est prévu aujourd'hui, on va en parler, et on va en parler beaucoup, cette inquiétude va susciter de l'intérêt. Donc en gros, c'est comme si vous travaillez en la matière votre terre, qui est une terre glaise. Moi, je vois chez moi, j'habite dans le Beaujolais. La terre, dans le jardin, c'est une terre glaise.
Donc si nous, on a rajouté de la terre pour que ça pousse un peu, hein, parce que si tu rajoutes pas de la bonne terre, en gros, tu peux t'échiner, tu as de la vigne, mais bon, personne ne la boit. Hein. Enfin, personne ne boit le vin qui va derrière. Donc je veux dire, c'est pareil, là, ça fertilise le terrain, d'accord? Ça, c'est important. Mais ça veut dire aussi que derrière, et c'est ça le plus important, à partir du moment où on va avoir une sortie en capital, projetons-nous dans 10-15 ans. À partir du moment où j'ai une sortie en capital, jusqu'à présent, le rendez-vous retraite se faisait à 40, 45 ans, 50 ans. Le gars se dit, bah voilà, et là, et les commerciaux le savent bien, ou ceux qui font accompagnement patrimonial comme vous le savent bien, c'est dire, bah voilà, qu'est-ce que tu vas faire? On prend une orientation, il signe son Madelin, il signe son père, puis il fait son assurance vie. Une fois que c'est enquis, on va le suivre, mais quelque part, c'est le rendez-vous patrimonial, ce sera la transmission d'entreprise. Mais la transmission, ça ne vise que le dirigeant. Projetons-nous un peu. Demain, notamment les cadres auront acquis une épargne qui fera que quand ils arriveront à la retraite, deuxième étape du rendez-vous, il faudra se dire comment je gère cette affaire. Si je me retrouve demain avec 300 000, 400 000, beaucoup plus, le cas échéant, d'argent, qu'est-ce que je fais en termes de placement? Et donc, vous allez en fait avoir, là où on n'avait qu'une étape sur la séquence retraite, qui était plutôt voilà, la deuxième carrière, partie de carrière, eh bien, vous aurez en fait deux étapes. L'étape où je m'engage à faire mes versements et l'étape où je vais placer. Ce qui veut dire que par rapport à l'accompagnement du dirigeant sur toute sa vie entière, ça prend une autre dimension. Hein, ça rejoint l'intuition du CEP. Enfin, quelque part, c'est de dire voilà, comment on accompagne de manière sur la vie l'entrepreneur. Et ça, c'est plutôt bien, sous réserve, évidemment, d'avoir un peu d'expertise sur ces sujets. Je prêche des convertis puisque vous êtes là. Mais je veux dire, c'est ça qui fait la différence. C'est demain, dès lors que je me suis spécialisé, ou tout du moins j'ai une expertise sur le patrimoine et évidemment sur la retraite, parce qu'il faudra que je parle de la réversion, de la pension et autres, comment je peux effectivement accompagner mon client. Voilà, c'est vraiment ça, la bonne nouvelle en la matière. Hein. On voit que ça déclenche pas des... Hein, et oui, Serge, on fait ce qu'on peut, hein, tu vois, avec le contexte qu'on a. Sinon, tu as une autre solution pour gérer la retraite. Je finirai par ce petit clin d'œil. Je me souviendrai d'un échange que j'ai eu la chance d'avoir avec Henri de Castres. Il y a 4-5 ans, il était encore aux manettes d'AXA. J'étais à Matignon à côté. Enfin, Matignon, vous savez, c'est le siège AXA. Hein. C'est pas rue de Varennes, Matignon, là, où voilà, il y a Édouard Philippe. Et il y a une superbe bâtisse, d'ailleurs, et tout. Et puis, j'ai la chance de la rencontrer avec un ou deux dirigeants d'AXA. Et puis, bon, monsieur qui a quand même, quoi qu'on pense, voilà, c'est une vraie surface financière et une vision à un très haut niveau. Bon. Et je lui ai dit, mais vous, la retraite, vous voyez ça comment? Comment vous voyez? Le gars est très, très simple. Hein. Et il me dit, vous savez, la retraite, le problème qu'on a, c'est demain la valeur de l'argent. Parce qu'il dit, les droits à la retraite, on s'en fiche un peu. C'est qu'est-ce que vaut l'argent? Il me rappelait le chiffre. À la sortie de la crise financière, on avait 25 000 milliards, 24 000 milliards de shadow banking, hein, donc d'argent peu régulé. 10 ans après, aujourd'hui, je regarde les chiffres, on a 50 000 milliards, donc tout va bien. Hein, on a un système bancaire extrêmement sécurisé et autres, très contrôlé, mais par contre, à côté, vous avez des masses qui peuvent se déplacer dont les enjeux sont majeurs. Et je lui dis, mais alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous me dites, vous savez, en cas de crise grave, ça nous ramène sur le sujet, il me dit, il ne faut pas oublier, il y a 4 principes de base. Ça peut être le dernier conseil en termes de retraite. 1, faut se loger. 2, faut se nourrir. Il faut revenir au basique. 3, faut se soigner. 4, faut se défendre. Alors moi, ça avait germé un peu. Et je me suis dit, tiens, moi j'habitais à Lyon avant. Qu'est-ce que j'ai fait il y a 2 ans? Eh bien, j'ai déménagé, en fait, pour être à côté de notre fille qui est paysan. Donc, 1, on a acheté une maison, racheté une maison plutôt. Le jardin potager fait 800 mètres carrés de bonne terre. 3, j'ai des copains médecins, ça sert toujours, on peut les alimenter en nourriture. Puis 4, je me suis réinscrit au Baltrap. Vous voyez, donc voilà. Donc, quelque part, il y a aussi d'autres stratégies opérationnelles. Hein, et on pourra toujours vous amener des poulets ou de l'agneau quand Paris sera contrôlé. Voilà, plaisanterie mise à part, il faut revenir aussi à quelques principes de base en la matière. Donc, il faut sécuriser l'essentiel, puis après, on fera ce qu'on peut avec l'argent qui reste. Voilà, c'est juste pour finir sur un petit clin d'œil. Voilà, merci.